7 comportements normaux qui cachent un trouble psychologique. La dysphorie sensible au rejet. Imagine que tu postes un message sur un groupe. Rien d'extraordinaire, juste une blague ou une question. 10 minutes passent, personne ne réagit. Ton cœur s'emballe, comme si tu venais de commettre une erreur publique. Tu supprimes, puis tu regrettes instantanément. Tu rouvres l'application 10 fois pour vérifier, comme si une réponse pouvait effacer la honte. Et ce sentiment ne s'arrête pas là. Il revient quand ton ami met trop de temps à répondre, quand ton collègue ne te salue pas le matin, ou quand ton partenaire semble distrait pendant que tu parles. Chaque silence devient une alarme. Chaque regard neutre, une sentence imaginaire. Ce n'est pas juste de la susceptibilité, c'est une tempête microscopique. Tout le monde déteste être ignoré, mais ici, le rejet est amplifié comme dans un haut-parleur branché sur tes émotions. Le moindre signe ambigu se transforme en raz-de-marée interne. Tu passes du « ce n'est rien » à « il me déteste » en quelques secondes. Et pendant que ton entourage vit une scène normale, toi tu es déjà en chute libre intérieure. Le paradoxe, c'est que plus tu veux paraître calme, plus l'émotion prend le pouvoir. Tu suranalyses, tu t'excuses trop, tu changes de ton pour éviter la prochaine onde de rejet. Ce phénomène s'appelle la dysphorie sensible au rejet. Elle est très étudiée, surtout chez les personnes avec un trouble de l'attention, TDAH. Leur cerveau peine souvent à réguler l'intensité émotionnelle. Le rejet perçu devient littéralement douloureux. Certaines études montrent que les émotions de rejet activent les mêmes circuits que la douleur physique. Autrement dit, ce n'est pas une métaphore. Pour ces cerveaux, un non ou un « je ne peux pas parler maintenant » fait aussi mal qu'une brûlure. Là où le cerveau d'une personne dite neurotypique ressent un petit pic d'inconfort, celui d'une personne hypersensible s'effondre dans un torrent chimique d'hormones de stress. On estime qu'une large part des personnes atteintes de TDAH ressentent ce type de dysphorie, parfois sans mettre de mots dessus. Elles apprennent à contourner la douleur en devenant perfectionnistes, drôles, serviables, tout pour éviter ce sentiment d'être rejeté, même s'il ne l'a jamais vraiment été. Les comportements répétitifs centrés sur le corps. Imagine que tu es en réunion, concentré, et sans même t'en rendre compte, ta main glisse vers ta tête. Tu tires légèrement sur une mèche de cheveux. 1, puis 2, et avant que tu ne le réalises, il y a ce petit tas discret sur la table. Ou peut-être que ce sont tes doigts qui courent sur ta peau, cherchant une imperfection à gratter jusqu'au sang. Ou encore tes dents qui s'acharnent sur ta lèvre jusqu'à ce qu'elles brûlent. Ce n'est pas spectaculaire, c'est furtif. C'est ton corps qui évacue une tension sans que tu lui aies donné la permission. Ces gestes automatiques semblent banals, se ronger les ongles en réfléchissant, triturant un bouton avant une sortie, racler une croûte jusqu'à ressentir un minuscule soulagement. Le stress monte, la main gît, la douleur apaise. C'est un réflexe de gestion émotionnelle difficile à désamorcer. Parce qu'au moment précis où la possède, le cerveau reçoit un signal chimique de détente, et l'instant d'après, la culpabilité s'installe. C'est là que le piège se referme. Le soulagement appelle la honte crée la tension, et la tension relance le besoin de recommencer. Les chercheurs appellent ça les comportements répétitifs centrés sur le corps. Ça va de la trichotillomanie, où tu arraches tes cheveux, à la dermatillomanie, où tu sondes ta peau jusqu'à la douleur. Certains se rongent les ongles jusqu'à déformer leurs doigts, d'autres passent leur temps à se nettoyer l'intérieur du nez, la fameuse rhinotillexomanie. Chaque comportement a son propre déclencheur, mais tous tournent autour du même principe, se réguler par le corps quand les émotions sont ingérables. Le but ici n'est pas de se blesser, c'est une forme de gestion interne, un bricolage cérébral pour garder le contrôle. Le cerveau essaie d'apaiser une tension émotionnelle qu'il n'arrive pas à verbaliser. Les scientifiques estiment qu'environ 5% de la population mondiale vit avec un BFRB significatif. C'est énorme, mais la plupart ne demandent jamais d'aide, persuadés qu'il s'agit juste d'une mauvaise habitude. En réalité, c'est un court-circuit neurochimique. Ton cerveau trahit ta volonté, il court-circuite ta gestion du stress pour t'offrir une illusion d'apaisement. La recherche excessive de réassurance. Imagine que tu envoies 3 fois le même message. Tu es sûr que ça va ? Tu le relis, tu l'effaces, tu le réécris. Tu veux juste calmer cette boule dans la poitrine. Ce doute qui refuse de s'éteindre. Et quand la réponse arrive enfin, un simple oui, tu respires mieux. Quelques minutes, puis la question revient, exactement la même, comme un écho insistant dans ton esprit. Alors, tu recommences. Une autre personne, une autre réponse, un autre soupir de soulagement, mais jamais assez longtemps. C'est la mécanique sournoise de la recherche de réassurance excessive. Tu demandes encore et encore. Tu es certain ? Tu ne m'en veux pas ? Je suis sûr de ne pas avoir fait une erreur ? Ces boucles de validation deviennent une seconde respiration. Tu les varies, tu cherches la certitude parfaite, tu scrutes les visages, les messages, les inflexions de voix, tu consultes Google pour être rassuré comme si Internet pouvait t'absoudre de ton inquiétude. Mais dès que le doute revient, ton cerveau redémarre la boucle. La réassurance, au lieu d'effacer l'anxiété, la renforce. Elle transforme un simple malaise en réflexe compulsif. Ce cercle vicieux a un nom précis, la recherche excessive de réassurance. Chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, cette recherche compulsive de validation joue le même rôle qu'un rituel de lavage ou de vérification. Les pensées intrusives alimentent l'angoisse, la réassurance joue le rôle de compulsion.
Le problème, c'est qu'elle ne désactive rien. Elle donne un faux apaisement ponctuel, comme une goutte d'eau sur un brasier. Le soulagement existe, c'est vrai, mais il nourrit le monstre qui l'a causé. Derrière ce comportement, on retrouve une boucle neurologique hyperactive, la fameuse voie cortico-strio-tamalo-corticale. Ce réseau censé réguler les signaux de menace reste bloqué en position alerte. Le résultat, l'alarme mentale ne s'éteint jamais. Aucune réponse ne paraît suffisante, aucun oui ne sonne vrai, la certitude devient un mirage, et la peur, alimentée par ce mécanisme, se recycle à l'infini. Ce n'est pas un caprice ni un besoin d'attention, c'est une confusion chimique entre doute et danger. L'anédonie. Imagine que tu te réveilles, tu ouvres les rideaux, le soleil entre, mais rien ne bouge à l'intérieur. Le café n'a plus de goût, les messages des amis défilent sans émotion, les séries préférées deviennent juste du bruit, même les choses qui te faisaient rire te semblent étrangères, comme si quelqu'un t'avait déconnecté de toi-même. Le corps fonctionne, mais la joie, elle, reste bloquée quelque part. Ton visage sourit par automatisme, comme un réflexe social, mais ton cerveau ne suit plus. Chaque jour devient une photocopie du précédent, avec un fond sonore d'indifférence. Ce n'est pas de la paresse, ni même de la lassitude, c'est une panne du système de récompense. Le plaisir n'a pas disparu par choix, le cerveau a simplement cessé de produire la réaction chimique qui fait vibrer. On appelle ça l'anédonie, littéralement sans plaisir. C'est l'incapacité à ressentir de la satisfaction ou de l'envie pour ce qui, autrefois, te faisait du bien. Elle est fréquente dans la dépression, mais traverse aussi d'autres troubles, addictifs, psychotiques ou de la personnalité. C'est un spectre où les couleurs de la vie s'éteignent une par une. Les chercheurs distinguent 3 formes. D'abord, l'anédonie anticipatoire. Tu ne ressens plus cette excitation avant quelque chose d'agréable. C'est le « je sais que je devrais être content, mais je ne le suis pas ». Ensuite, l'anédonie consommatoire, quand le moment même du plaisir, le goût, la musique, la compagnie, n'apportent aucune satisfaction. Enfin, l'anédonie sociale qui coupe le lien avec les autres. L'envie d'échanger s'étiole, les discussions deviennent un effort, les liens se vident de sens. 3 façons différentes de vivre l'absence de plaisir, mais un même mécanisme, la récompense déconnectée. Sur le plan du cerveau, tout tourne autour de la dopamine. C'est elle qui transporte le signal du plaisir, mais quand ce système se dérègle, les connexions se font mal. Les zones qui devraient s'allumer, celles qui gèrent la motivation et la récompense, ne se parlent plus vraiment. Alors, tu sais qu'une chose devrait te faire du bien, mais tu ne le ressens plus. Environ 70% des personnes souffrant de dépression majeure vivent cet état d'anédonie. Ce n'est pas juste une humeur sombre, c'est une altération biologique mesurable. Le catastrophisme. Imagine que ton patron t'envoie un message, on doit parler. 3 mots et déjà ton cerveau écrit un roman, catastrophe. Tu te vois dans son bureau, ton badge désactivé, ton compte vidé, ta vie en ruine. En 10 secondes, tu passes du stress léger à la panique totale. Ton esprit saute toutes les étapes logiques du possible pour atterrir directement dans la fin du monde personnel. Et le plus fou, c'est que tu sais que c'est irrationnel, mais tu ne peux pas t'empêcher d'y croire un peu. Le mécanisme est insidieux parce qu'il naît souvent d'un minuscule doute, un simple « et si ?» Et en un rien de temps, et si je perdais mon travail, devient, je ne retrouverais jamais rien, puis je finirais seul. Ce glissement rapide, c'est le catastrophisme. Une distorsion cognitive où le cerveau transforme chaque imprévu en menace majeure. Ce n'est pas de l'imagination débordante, c'est une forme de stratégie archaïque. Il croit te protéger en te préparant au pire. Dans un monde préhistorique, penser toujours danger pouvait te sauver la peau. Aujourd'hui, ça épuise. Ce qui le rend redoutable, c'est sa banalité. Tout le monde a déjà vécu cette spirale. Un message sans réponse, un retard médical, un silence au téléphone. Le cerveau logique dit « attends », mais le cerveau émotionnel crie « cours ». Le premier cherche des preuves, le second cherche des scénarios. Et plus la peur prend la place, plus le raisonnement se désintègre. Le catastrophisme ne se contente pas d'angoisser, il crée des réalités alternatives où tu expérimentes mentalement ta propre chute. Les conséquences sont multiples. Une vigilance constante qui ressemble à de l'hyperlucidité mais qui n'est qu'un stress déguisé. Une fatigue émotionnelle chronique, des insomnies, des douleurs diffuses qui traduisent la tension stockée dans le corps. Le sentiment de vivre sous alarme permanente te pousse à éviter les situations incertaines, à t'isoler, à t'épuiser, à prévoir l'imprévisible. Ton organisme, lui, répond comme s'il faisait face à un prédateur. Accélération cardiaque, sueur, respiration courte, montée du cortisol. Le système du stress reste allumé sans raison valable. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un réflexe de survie déréglé qui s'accroche à ta biologie. Le trouble obsessionnel compulsif. Imagine devoir vérifier 10 fois si la porte est fermée, même en sachant qu'elle l'est. Tu poses ta main sur la poignée, tu sens le clic, tu regardes, tu relâches. Tu fais 2 pas, puis ton cerveau chuchote. Et si tu t'étais trompé? Alors tu retournes, tu reposes la main, encore, jusqu'à ce que la logique s'effondre sous le poids du doute. Ce n'est pas une précaution, c'est un cycle. Tu sais que c'est absurde, mais le soulagement, lui, ne vient que quand tu cèdes. C'est là que le cœur du trouble obsessionnel compulsif, le TOC, une obsession et une compulsion qui dansent ensemble dans un cercle sans fin. L'obsession, c'est la pensée intrusive, incontrôlable, qui s'impose sans être demandée,
Peur d'avoir oublié le gaz, d'avoir commis une faute, d'être porteur de germes, de blesser quelqu'un sans le vouloir. La compulsion, c'est l'acte destiné à apaiser l'anxiété que la pensée déclenche. Vérifier, laver, compter, répéter, prier, organiser. Le soulagement est temporaire, la tension revient, et le cerveau en redemande. Le conflit intérieur est constant. Ta raison murmure « arrête », ton angoisse hurle encore. Tu te regardes faire comme si tu étais spectateur de ton propre comportement. Tu sais que la lumière est éteinte, mais une force profonde te pousse à la rallumer pour t'en assurer. Tu perds des minutes, parfois des heures, à lutter contre un doute qui ne s'éteint jamais. Le « juste assez sûr » devient ton seuil de survie mentale. Les obsessions ne se limitent pas au contrôle ou à la propreté. Il y a celle sur la moralité, la peur d'avoir une pensée impure, celle sur les relations, la crainte d'aimer ou de tromper sans s'en rendre compte. Chaque version du TOC a la même racine, l'intolérance au doute. Ce trouble n'est pas une manie d'ordre, c'est une guerre interne entre angoisse et contrôle. Le cerveau tourne comme un moteur sans frein. Environ 2 à 3% de la population mondiale en ferait l'expérience au cours de leur vie. Ce n'est donc pas rare, juste rarement compris. La paralysie de l'analyse. Imagine que tu passes plus de temps à comparer qu'à agir. Tu veux simplement choisir un plat au restaurant, mais chaque option devient un mini-dossier de recherche. Tu pèses les ingrédients, la texture, les regrets potentiels. Même ton cerveau soupire. Tu veux juste manger, mais non, il t'ouvre 15 onglets mentaux de scénarios possibles. Et si je regrettais ? Et si l'autre était meilleur ? À la fin, tu commandes toujours le même truc, épuisé d'avoir réfléchi trop fort. Cette paralysie ne s'arrête pas au menu, elle s'invite dans les décisions sérieuses. Un changement de travail ? Un message à envoyer, un achat important, tu compares, tu analyses, tu veux choisir intelligemment, sauf qu'à force de tout évaluer, plus rien ne te semble clair. Ton cerveau devient comme un tableau Excel mental. Trop de colonnes, trop de variables, aucun total fiable. Le pire, c'est que tu crois gagner du contrôle alors qu'en réalité tu perds ton élan. La paralysie de l'analyse, c'est ça, un trop-plein de réflexion qui bloque toute action. Plus tu cherches de l'information, moins tu avances. C'est le paradoxe moderne. On vit dans un monde où le choix est une promesse de liberté, mais ton cerveau l'interprète comme une charge. Trop de données, trop de possibilités, et ton cortex préfrontal, le centre de la décision, sature. Les études montrent que, lorsqu'il est sursollicité, il se dérègle. La réflexion devient hésitation et la peur de regretter se transforme en peur d'agir. Tu ne choisis plus parce que tu vas être sûr, tu attends la certitude absolue qui n'existe pas. Ce mécanisme partage des racines avec le perfectionnisme et l'anxiété de performance. Tu veux faire le bon choix, celui qui ne te fera jamais douter, mais ton cerveau, croyant protéger ton futur, te piège dans un présent suspendu. Il évite l'erreur en bloquant la décision. C'est un réflexe de survie mal calibré, préférer l'immobilité à la mauvaise route. Mais à force d'éviter l'erreur, tu évites aussi les opportunités. La paralysie de l'analyse n'est pas une maladie, mais un état psychologique très fréquent chez les personnes anxieuses ou perfectionnistes. Ironie du système, parfois choisir vite c'est choisir mieux parce que tu contournes la surcharge de ton propre processeur mental.